Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur, bienvenue. Bienvenue en Corse du Sud. Oui, vous ne rêvez pas, le soleil sur France 3 pour ce jeudi. Regardez ces belles images, ces falaises, la pointe méridionale de la Corse avec cette citadelle ancrée en haut de cette falaise. Et juste derrière, vous le voyez, il y a le port de Bonifacio au pied de la citadelle. Le port, disais-je, avec toute son activité nouvelle. Des Bonifaciens, des Bonifaciennes en nombre. Et l'équipe d'experts, je vous l'avais promis, ciel bleu, soleil, pas de souci. Mais où est donc la Corse du Sud, me direz-vous? Eh bien, au sud de la Corse, c'est-à-dire, regardez la carte, c'est tout en bas, voilà. Voilà, ça c'est la Corse, donc vous voyez, Haute-Corse, Corse du Sud, et juste en bas, là, Bonifacio, magnifique cité sur les bords de la Méditerranée. Avec qui aujourd'hui? Avec Yann Bénard, mon camarade de France 3, Viastel. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Viastel. Viastel. Merci, j'ai bien dit. Jean-Sébastien Petit-Demange, applaudissements. Hélène Boucher, Vincent Ferniaud, Nathalie Simon. Voilà toute l'équipe qui est avec nous. Cela dit, mon camarade corse, le petit bonjour. J'ai eu lundi, mardi, mercredi. Où va-t-on aujourd'hui? On a fait la Castaniche, mes origines, mais j'habitais à Ajaccio. Conclusion, je ne pouvais pas éviter. Je te propose un petit bonjour d'un monsieur journaliste qui travaille à RCFM et à Viastel. Il est ajaccien. Il te passe le bonjour. Il a un message pour toi. Oh Lorenzo, è sempre un piacere di ricevere uomini simpatici e di talenti come te, sappi che qui in Corsica sei in casa tua. Ah, dis Alors, donc, quelle insulte. Je préfère partir tout de suite. Parce que quand j'entends ça, je te jure que vraiment... Hein. Un homme de talent comme toi, voilà. c'est toujours un plaisir de t'accueillir. Et la fin in casa tua, tu es ici chez toi. Enfin. Bon bah là, ouais. Il faut lui expliquer qu'il faut faire gaffe quand tu me dis ça en principe. Hein. Attention. Tu sais ça. Hein, on se connaît depuis une dizaine d'années. On en a fait des festivals ici, en Corse du Sud. Bon, les amis, qu'allons-nous découvrir en ce jeudi? De belles images de cette Corse du Sud, regardez. Incontournable en Corse. La musique, évidemment, de Tino Rossi au chant corse traditionnel en passant par la nouvelle génération. Justement, le Yann Bénard, notre ami, nous dressera son histoire. Inoubliable la randonnée à travers des paysages d'une beauté à couper le souffle juste sublime, pourrait nous dire Jean-Sébastien Petit-Demange est aux environs de Bonifacio. Indémodable le vélo, cette année pour la première fois, la Corse sera le point de départ du célèbre Tour de France. Et évidemment notre inépuisable Nat Simon est sur le coup. Et bien sûr, il est indispensable de parler de brebis et de son brocciou. Et c'est notre vétérinaire spécialiste qui va vous parler des brebis corses dans un petit instant et du fameux Brouch. Brouch, comment? Brouch, hein? Brouch, ça va. Ça, par contre, BRO2CIU, il faut dire Brouch. Vous imaginez un petit peu comme c'est compliqué la langue corse. Par contre, c'est simple de le manger. Et ça, c'est. Ça, t'as raison, que c'est bon. Que c'est bon. Les salaisons et les fromages ici, c'est une merveille. On va en parler d'ailleurs avec le produit du jour aujourd'hui, avec Vincent Ferniaud dans un instant. À propos de Vincent, il est aux côtés d'un grand chef, ce qui veut dire qu'il y a une recette de 25 € pour 4 personnes, même moins de 25 € pour 4 personnes. Vous aurez cette recette sur france3.fr, par courrier évidemment. Il est à côté du chef, le chef s'appelle Glenn. La recette, regardez, la cuisine extérieure sur le port de Bonifacio. Vous ne rêvez pas, c'est sur France 3. Et oui, les gaillards, le chef Glenn, il est venu avec ses petits rougets. Ça va, Glenn? Impeccable, tout va bien. Alors, Glenn, installé ici sur le port, pas très loin, depuis quelques années, depuis 4-5 ans, c'est ça? Ça, 5 ans, ouais, Ah ouais, hein, ça finit par... On devient bonifacien, à la longue. Pour une saison, ça fait 5. Eh ben voilà, c'est prouve qu'il s'est bien plu ici, et c'est vrai que nous, on s'y plaît aussi. Alors, recette à base de rouget, mais j'ai envie de dire... l'âme corse, c'est un peu cette confrontation entre la terre et la mer, hein, tout le temps, la montagne et la mer. Donc là, tu as réuni les deux dans ta recette. Voilà, un peu de pancette et puis un petit peu de rouget. Et puis on va faire une petite recette sympa. Donc rouget de roche avec des petits pois à la française. Ouais. Avec, pour remplacer le lard, la pancette. Et puis un petit jus d'oursin. C'est-à-dire que là où on mettrait des lardons, là on va mettre de la pancette. Donc c'est des petits pois plutôt à la Corse, quoi. On va dire ça comme ça. Voilà, c'est ça. Ils sont passés du continent ici voilà, directement et ils ont gagné avec cette pancette. Voilà. Comment est-ce qu'on commence? On doit lever les filets du rouget? Donc déjà on va gratter, les vider. C'est déjà fait. Oui, c'est déjà fait. Voilà. Bah alors, je te laisse les lever car moi je suis moins doué évidemment. C'est ton beau métier. Regardez ces beaux petits rougets. Ils sont pêchés dans la région? Ils sont pêchés dans la région, oui, bien sûr. Parce que le rouget c'est un poisson de roche. On va lever le filet comme ça. Voilà, on attaque par le dessus du dos du rouget en suivant l'arête.
Voilà. Vous savez que le rouget, c'est le seul poisson de mer dont Pareil on de l'autre puisse garder les entrailles en fait. Ouais, le foie, tout à fait, voilà. Le foie. À défaut d'avoir d'ailleurs d'oursin, on peut faire ça avec le foie. Un C'est ça, petit jeu avec hein. le... Ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on peut mixer une sauce, un petit jus de poisson avec le foie du rouget, Voilà. qui va donner ce côté un petit peu puissant, puisqu'on l'appelle la bécasse de mer, c'est-à-dire la capacité d'avoir ce foie qui est très, très parfumé, qui va parfumer également vos sauces. Regardez comme c'est beau, là en portefeuille, hop, il n'y a plus. Ah oui, alors on lève les filets, mais on laisse quand même... La queue, voilà, parce qu'on va s'en servir pour faire une petite déco. Pour donner D'accord. du volume et du relief à l'assiette. Là, alors là, je vous demande d'avoir un petit coup de main, mais votre poissonnier le fera volontiers si Voilà, vous là, n'êtes vraiment pas très doué. Là, on va venir enlever, normalement, Voilà. le bas-ventre, parce Voilà, que on retire. c'est fragile. Un petit peu, voilà, le bas-ventre, à la- les arêtes. Les arêtes qui sont ici. Et voilà, Et il est voilà. paré et tenu par sa nageoire caudale, par sa queue, Exactement. évidemment, et c'est important que lorsqu'on va le farcir en quelque Voilà. sorte. Après, on va enlever les arêtes du milieu du filet. Avec une pince à épiler, Voilà. celle de votre femme, si vous n'avez pas mieux. Si possible, faut pas se faire griller, quoi. Voilà, parce que moi, je me suis fait prendre à ça. Ouais. Je l'ai fait une fois avec sa pince à épiler, qui sert pour les sourcils, et elle l'a senti au moment où j'ai dit, ah, c'est bizarre. Bon, pas bon. Voilà, juste derrière, en donc, plus. voilà, vaut mieux avoir l'outil nécessaire. Voilà. Mes petits amis, on est bien, on est au moment de la recette avec le chef Glenn. On prépare ces petits rougets avec des petits pois à la française, enfin la française d'ici, à la Corse, on va Corcisé. dire. Et on va revenir dans quelques instants quand vous aurez pris de quoi noter, parce qu'il y a quand même des petits points à ne pas rater. Voilà. Merci beaucoup Vincent. On se retrouve tout à l'heure. Qu'est-ce que vous voulez dire Nat? Ouais, je trouve que c'est pas évident quand même. C'est vraiment. On comprend mieux pourquoi on mange du rouget au restaurant. Oui, parce que la préparation, Dis donc, oui, c'est pas évident. Pas Oui, évident. si on a un couteau bien effilé, on suit l'arête, c'est moins difficile qu'il n'y paraît. En revanche, de le laisser accrocher par la queue, ça c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc dis donc, bécasse de mer aujourd'hui, petit Absolument. pois à la française. J'ai retenu le nom. Petit bécasse. pois à la Corse, allez, on va dire. Le rouget, bécasse de mer. Tiens, Comment? Treccia, c'est rouget? le rouget. Oh, dis donc, on va le laisser ici. Petit Demange, il est trop bien ici. Vous voyez, mon routard. Pregia, Plus besoin de moi. c'est ça? Pregia, Tu j'apprends. parles. Tiens, bah, justement, tu vas garder la main, Jean-Seb. Vous savez qu'ici, cette terre est tellement belle, cette Corse du Sud, qu'on a envie de faire des promenades, des randonnées. On en parlera tout à l'heure de vélo avec Nat Simon. Mais quand j'ai le guide qui est là, Jean-Sébastien Petit-Demange, comment vous dire? Il faut le suivre, regardez les images et ça vous donne envie tout de suite. C'est parti, suivez le guide. Corse, terre de contraste s'il en est, mais également terre de randonnée. Alors demain, Yann nous parlera du mythique GR20, de ce mythe absolu pour les randonneurs du monde entier qui viennent ici traverser la Corse de haut en bas ou de bas en haut. Mais il y a également d'autres sentiers plus abordables pour tout un chacun. Il y a les sentiers mare à mare, il y a les sentiers mare à monte. Marée-monte. Absolument. Et puis, il y a des promenades, mais des très, très belles promenades. Là, on va aller du côté de Monaccia-d'Olène. On va aller dans un endroit typique du sud de la Corse, sur cette montagne de Cagna, pour aller voir dans cette randonnée magnifique qu'on peut faire en ce moment, parce qu'il commence à faire très, très, très beau. Il faut dire que là, c'est la saison. Mais Le pas trop printemps chaud, et tout, il faut y parce que venir ça, aussi. c'est très, très bien. On va aller découvrir des rochers qui jouent les équilibristes, une sorte de bilboquet naturel comme ça qui est posé, c'est l'Uomo di Cagna. Lorsqu'on pense à la Corse, on pense bien sûr plage sauvage et sublime, mais lézarder au soleil en maillot de bain n'est pas vraiment l'idée que se font ces trois hommes de la vie en Corse. Jolie petite montée, hein. Ah, tant qu'on est abrité du vent, on a moins de sensation de froid. Hein. Mais un peu de temps de nivelle bien. Hein. Sous le soleil et la chaleur, eux mouillent le maillot à leur façon, à la sueur des foulées, capables de gravir des dénivelés extrêmes. Allez, on y va. Ouais. Aujourd'hui encore, Guy, Fred et Danny s'armeront de courage. On est dans le zig ou dans le zag? Ah, ça dépend par où on a commencé. 2h30 durant, à partir du village de Dianuccio, ils se donnent pour objectif un sommet perché à 1217 mètres, l'Uomo di Cagna. Bon, eh ben on a de la chance, aujourd'hui le soleil est de retour. Ouais. Alors à chaque petit trésor que la balade réserve, les trois hommes savent prendre le temps de contempler. Bon, là on a un petit peu les chaos que l'on retrouve dans cette montagne de Cagnes. Donc c'est des petits monolithes, je dirais, qui sont restés superposés. Ça n'a pas de nom, c'est nous qui les avons baptisés les demoiselles, voilà, par rapport à l'homme qui est là-haut.
Ouais, c'est tout. Guy, Fred et Dany sont des inconditionnels de la randonnée en Corse. Et ils ont de quoi faire sur l'île. 120 montagnes culminent à plus de 2000 mètres. Au fil de la marche et des pas devenant de plus en plus lourds, le décor se transforme, proposant ainsi à son valeureux visiteur le spectacle d'une Corse du Sud si singulière. On va quitter la Pinède, là, hein. Oui, Avec, rupture de végétation. Avec ces bruyères, là, on va passer maintenant dans le maquis. Dans cette zone, bon, il y a un petit peu de paix maritime, mais on va surtout trouver jusqu'au but de la balade une zone de maquis. Et à ce moment-là, on verra les plantes un petit peu tout le long. Les plantes arbustives, oui. Voilà, plantes arbustives et s'il y a quelques chênes verts. Scopa bugiarda, tu sais, la bruyère menteuse. Parce que comme elle est en fleurs très tôt, voilà, il y en a qui croient que ça annonce le printemps et c'est pas ça encore. À milieu du Farniente, ces hommes vont souffrir pour profiter de la beauté du panorama d'une cime. Ce qu'offre le plus incroyable aux plus aventureux des randonneurs, une nature corse généreuse. L'homme di Cagna. Hein? Je ne me rappelais pas quand je voyais là. Un phallus granitique. Partir loin de tout. Chaque week-end, c'est aussi pour eux l'occasion de faire le vide, d'échapper au tracas du quotidien. Allez, à partir du vendredi soir, je pose tout le travail au bureau. Il y a suffisamment de problèmes les 5 autres jours. Voilà, ça. Alors ça, c'est le côté esprit. Et puis le côté physique, ça permet de nous entretenir. On commence à avoir un certain âge, mais on est encore en forme. Et de la forme, ils en ont à revendre, comme de l'agilité. Pourtant, en fin de parcours, la fatigue se fait un peu sentir pour Guy. Je sais pas. Eh merde. Celle-là, c'est la bonne, il y avait un trou. Ça s'appelle une erreur. Un petit manque d'attention, mais pas de quoi arrêter les 3 hommes. Il ne leur reste que quelques mètres de dénivelé avant d'atteindre le sommet. Bon, allez, les jeunes. Ah, le voilà, l'homme. Et le jeu en vaut la chandelle. Voilà, là, il devient vraiment impressionnant ici. Après quelques contorsions, nos randonneurs se retrouvent nez à nez avec l'Homo di Cagna. Un impressionnant et pour le moins étonnant rocher posé en équilibre sur une dalle de granit. Alors au sommet, les yeux rivés sur le panorama, l'odeur enivrante du thym appelle nos randonneurs comme l'absinthe des poètes à la rêverie. Et le tic-tac des montres s'arrête l'espace d'un moment. Moi, j'aime bien le côté contemplatif quand on domine tout, mais pas dans le sens où on a une vue très large, un horizon très large, quoi. Ouais. Moi, je peux rester des heures après à regarder sans bouger, tu sais. Ouais. Je suis périgourdin, mais dans un mois à peu près, ça va faire 29 ans que je suis en Corse. Et j'ai pas envie d'en partir. La Corse, pour moi, ça n'a pas été la mer, ça a été la montagne. Voilà. Face à une vue imprenable sur le sud de la Corse, la Sardaigne et la chaîne dorsale de l'île de Beauté, l'heure défile. Il faut bientôt penser à redescendre, après avoir pris quand même quelques forces. Rien moins que 2 heures pour rejoindre le village. Retour à la réalité, qu'ils abandonneront le week-end prochain pour d'autres cimes. Rando absolument magnifique à faire, cette montagne fabuleuse, parce qu'on a la vue d'un côté sur la Corse, sur toutes les montagnes, et puis de l'autre sur la Méditerranée, sur la Sardaigne, on l'a vu, c'est absolument sublime. Et puis c'est un parcours que même tu peux faire, Laurent, toi. Même Lorenzo. C'est-à-dire, les gars, vraiment. Départ de Gianouch, 750 mètres de dénivelé. C'est pas énorme. Et puis 2 heures de marche tranquille. Et puis J'adore, on voit j'adore. toute la Même végétation. toi, tu peux le faire. C'est ça. Te dire. On voit toute la différence de végétation aussi. On a la végétation de bord de mer, et puis on passe dans le maquis. On monte au fur et à mesure, et ça change, c'est très net. Et les odeurs changent au fur et à mesure où on monte. On passe de 750 en gros à 1250 mètres d'altitude. On a vu à la fin du reportage magnifique que quand on est en haut, on peut regarder la mer. Sachez qu'il y a aussi une autre tradition. L'homme di Cagna est rassurant, mais pour les pêcheurs de corail, ils savaient quand ils allaient pêcher que tant qu'ils voyaient l'homme di Cagna, ils pouvaient continuer à s'éloigner. Après, ça devenait dangereux.
Ah, pas mal. Oui, ça sert de repère. Et alors, quand on est ici autour de Bonifacio, donc il faut au littoral, aller mais vraiment à 300 mètres, quoi. Ouais. On monte et on va se balader sur les falaises. Parce que Bonifacio, c'est la cité des falaises. C'est pour ça qu'en 830, on a posé cette ville, un seigneur pisan a posé cette ville ici. Elle était protégée et on peut aller se balader sur cette ligne de crête des falaises qui sont moins hautes, moins impressionnantes que celles d'Étretat, mais Dieu qu'elles sont belles quand on les découvre. Et en plus, 60 mètres grosso modo de hauteur des falaises qui parcours comme ça sur 30 km le littoral, qui ont été classés au patrimoine national en 1996. Une bande côtière absolument exceptionnelle qui peut se parcourir, se balader. Et alors, il faut absolument aller se promener même dans la falaise. À l'intérieur de cette falaise, il suffit de prendre les 187 marches de l'escalier du roi d'Aragon. Ça, c'est un moment totalement unique à faire. Cet escalier qui est vertigineux, qui est difficile à descendre, mais aussi à remonter. Parce que les marches quand même qui font bonnement 50 cm et qui ne sont pas régulières, donc vous arrivez en haut. Alors, elles sont pas régulières. Il y en a 187, c'est vrai. Petite info complémentaire, il y a 45 degrés et ça fait mal. Ça fait mal. Mais c'est un des sites les plus pittoresques de toute l'île. Merci beaucoup Jean-Seb, notre guide. Lorsque vous viendrez ici en touriste, à cette saison d'ailleurs, parce qu'évidemment l'été, on l'a dit, il y a du monde, ce qui est normal, mais à cette saison, c'est très très agréable, quoi. Il y a beaucoup plus de disponibilité, vous le voyez, il y en a certains d'ailleurs qui le font ici au port, même s'ils viennent en masse. Quand on est ici, évidemment, on parle aussi de gastronomie en Corse, vous l'avez compris depuis le début de la semaine avec les recettes de Vincent, et de produits. On disait salaison et fromage, et ce fameux brooch. Qu'est-ce que c'est que le brooch? Fernio est là, il va tout vous expliquer, c'est le produit du jour. Le brooch, c'est une spécialité fromagère typiquement corse, qui a d'ailleurs bénéficié d'une AOC puis d'une AOP, c'est-à-dire l'AOC européenne, qui protège ce fromage dans ce lieu. Et moi j'ajouterais, et même en cette saison, si on veut vraiment manger du vrai brooch, c'est au printemps, puisque c'est le lait issu des lactations des brebis ou des chèvres, puisqu'on peut faire du brooch de chèvre, de brebis ou de mélange des deux. Alors, ça a un goût différent vraiment quand c'est chèvre et brebis? Ah bah oui, je vais vous faire goûter dans un instant. D'abord, l'apparence est... Alors, la chèvre est toujours très blanc, très blanche, et alors que le brooch de brebis est légèrement plus jaune. On peut le reconnaître comme ça quand ils sont côte à côte. On voit bien aux images d'ailleurs. Dans les tomes, c'est pareil. Lorsqu'on a une tome très blanche, c'est de la chèvre. Et elle va jaunir beaucoup plus quand c'est de la brebis, pour les pecorino. Voilà. Donc, c'est un fromage qui est intéressant parce que c'est un fromage de pays pauvre. C'est un fromage d'un pays où on ne gâche rien. C'est un fromage où on va récupérer le petit lait, le lactosérum, qui est issu de la première fabrication du fromage, des tomes par exemple de brebis ou de chèvre, et qu'on va récupérer pour en refaire du fromage, un peu comme les Italiens font de la ricotta, qui veut dire recuit. Alors, si vous voulez, on va regarder ensemble quelques images pour voir comment ça se déroule dans l'exploitation. Voilà, évidemment, cette exploitation que l'on a filmée, c'est une exploitation qui élève des chèvres, donc, mais la fabrication va se faire de la même façon. Vous voyez, la traite, et c'est pour ça qu'on veut du brooch de printemps, parce que là, c'est le lait du matin qui va permettre d'avoir le brooch le soir et qui va donner ce goût lactique, parce qu'il n'y a aucun autre ajout. Alors là, la fromagère fait le fromage de chèvre, vous voyez, elle va récupérer le caillé. On a fait cailler avec de la présure, le lait se caille, et tout ce qui n'est pas du fromage que l'on met à égoutter, eh bien c'est ce petit lait, ce lactosérum que dans les pays riches, on va dire en Normandie par exemple, pour citer un pays de fromage, on donne aux cochons. On va nourrir en Bretagne les cochons avec le lactosérum. Et bien ici, on va le récupérer. Voilà, on va le récupérer et on va le faire cuire. Alors comment ça se passe? Eh bien on va y mêler du lait frais, jusqu'à 25%, jamais plus. Et ça va s'agglomérer à la cuisson. On va le cuire. Vous voyez, ça va faire comme des grains de riz, des petits agglomérats de protéines lactiques que l'on va récupérer, que l'on va écumer en quelque sorte, puis que l'on va mettre à égoutter à son tour dans des faisselles et on obtient ce brooch. Une citadelle de brooch, on vient de voir. Voilà, c'est ça, c'est absolument magnifique. Très belle image de telle fumière, regardez, voilà. Alors, je vais vous les faire passer donc pour que vous les goûtiez. Donc c'est pas gras, c'est ça? Alors, c'est pas gras puisque le seul matière grasse est apporté par le lait que l'on rajoute dedans. Bien entendu, alors que ce qui reste dans le petit lait est évidemment éminemment dégraissé. Voilà, c'est pas gras, c'est pas comme gras. ça, nature?
Comment? Tu le manges nature, Vincent, Alors, comme ça, ou se tu mange peux l'agrémenter? nature. Ça sert Avec comme... du sucre aussi, moi Alors, j'aime bien. Ça peut manger en dessert, évidemment, avec du sucre, même un peu de vanille, même un peu de... d'eau de vie. Un peu d'eau de vie de myrte, par exemple. Ou d'aquavit, tout simplement. Ou simplement de l'eau de vie, mais avec beaucoup de modération, bien entendu, mon cher. Toujours. Et Oh là aussi- là, Ursula vous amène encore un brooch. Ah bah ça, celui-là c'est c'est un lequel? beau brooch de brebis qui est encore tout chaud parce que lui n'est pas passé au frigo. Alors là c'est absolument divin. On retrouve ce goût du lait de brebis ou de chèvre très pur. Moi je l'adore avec un petit peu de poivre et un peu d'huile d'olive dessus. C'est-à-dire le manger un petit peu, vous voyez, salé. Alors, mais, Alors là- quand il est aussi bon que ça, Ah ouais, ouais, non, mais quand c'est vraiment celui du matin, il faut le manger nature. D'ailleurs, on le cuisine énormément, vous nous l'avez montré, hein, Vincent, Absolument. depuis le début de la semaine, souvent dans les Hier. préparations, les aubergines. Voilà, j'ai il y a fait du des brooch. courgettes Ouais. farcies au brooch. C'est évidemment une base de la cuisine corse Ou merveilleuse. même avec le figalet, la polinde, les œufs, les frites, c'est le Et bon les repas qui... le fameux fiadone, qui est fiadone. ce flan de brooch et de citron, les falcoulés, toutes ces préparations de pâtisserie corse qui utilisent énormément le brooch. Merci Vincent Ferniaud. Applaudissements, mesdames, messieurs. Bonifacienne et vous à la maison. Vous l'avez dit, vous serez tout du brooch, de brebis ou de chèvre. Je laisse déglutir son brooch à Nathalie Simon, qui, comme je vous le disais tout à l'heure, va nous parler randonnée cycliste, cette fois-ci ici. Et puis on évoquera et on le dira, vous savez qu'en 2013, pour ses 100 ans, le Tour de France, pour la première fois, partira de Corse. Et ça, j'aime mieux vous dire que c'est un événement. Bon courage les gars, parce que là ça va y aller quand même. Allez, le cyclisme corse, c'est avec notre sportive Nathalie Simon tout de suite. Vas-y Vincent, fais passer parce que celui-ci est vraiment très très bon. Et Il puis, n'est pas passé au froid. comme on va parler de sport, on peut manger parce que Lorenzo. Oui. Oui, Lorenzo, t'as vu, Ici, ils font Lorenzo. quand on est, Lorenzo. comment on dit, pardon? Lorenzo. J'adore. Je peux vous appeler comme ça, monsieur? Allez-y. c'est avec Lorenzo, bonheur. quand on aime le sport, on aime la Corse. Parce qu'ici, on l'a vu avec Jean-Sébastien, on peut randonner, on peut plonger, on peut marcher, on peut jogger, on peut kiter, on peut faire de la planche. Mais c'est aussi une terre de vélo, un formidable terrain de jeu pour le vélo. Alors là, vraiment, je vous parle de sport, hein, parce que ici, rigole pas, l'école hein. succède au col ou autre boss, comme on dit dans le jargon. Bref, vous avez compris que c'est pas tout le temps plat. Il y a de quoi faire vraiment pour les amoureux de la petite reine. Et quand on aime la Renzo, on roule, mais on partage et aussi on admire les champions. Sur le port de Porto Vecchio, pour une fois, ce ne sont pas les bateaux qui tiennent la vedette. Aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers le Critérium International, une course cycliste professionnelle amarrée depuis 3 ans ici, en Corse du Sud. Sur la ligne de départ du contre-la-montre, la tension est palpable. Tous ces coureurs sont venus chercher une victoire de prestige dans cette épreuve. Un rendez-vous que ce club de cyclisme n'aurait raté pour rien au monde. Habillés en rouge et bleu, aux couleurs de leur équipe, comme chaque année, ces sportifs amateurs sont venus encourager le gratin du cyclisme mondial. Des modèles à suivre. Oui, bien sûr, c'est motivant. Même avec l'âge, après, ça permet de se surpasser lors de l'effort. Posté au bord de la route, notre petite équipe voit défiler les cadors de la petite reine, comme le luxembourgeois Frank Schleck ou l'australien Cadel Evans. Des sportifs de haut niveau qui franchissent les ronds-points à plus de 50 km/h. De quoi forcer l'admiration. Il y a un point commun entre les grands champions, le cycliste amateur, le cycliste débutant et puis le cycliste de loisir. Quand on s'investit dans l'effort, c'est la souffrance. Et quand je vois, parce que je souffre à mon niveau, je me dis comment ils doivent souffrir les gars là-haut, quand ils montent des cols, quand ils se donnent à fond, c'est merveilleux, quoi. Ce dépassement, c'est bien. Ça confine à la passion après quand on parle comme ça. Et justement, la passion du cyclisme, c'est aussi ce qui relie le monde amateur et professionnel. D'ailleurs, ces sportifs ne sont pas du genre à se poser trop longtemps. Au moins 3 fois par semaine, l'hiver comme l'été, place à un entraînement mené tambour battant. Sur les routes, jeunes et moins jeunes avalent les kilomètres du relief corse. Un peu de plat sur le littoral et quelques cols à grimper. Dans le peloton des vétérans, Jean-Marc Delpeux, la soixantaine, fait partie de ces accros qui ne passent pas une semaine sans donner un coup de pédale. Étant donné que je suis retraité, c'est une façon d'occuper sainement mon temps. Ensuite, de retrouver des amis.
chaque dimanche. Et puis en semaine, quand on le peut, les uns les autres, ça participe à ma forme. Adepte du vélo depuis l'âge de 20 ans, Jean-Marc a trouvé un sport complet qui lui permet de travailler le foncier, c'est-à-dire l'endurance, afin d'utiliser au maximum l'oxygène disponible et ainsi augmenter ses capacités respiratoires. Et au-delà, c'est tout son corps qui travaille pour se maintenir en forme. Ah oui, un bien-être évident. D'autant plus qu'ayant été blessé, je ne ferai jamais chuter mon taux d'invalidité, mais je ferai chuter mon pourcentage de matière grasse. Nous sommes bien équipés, on est beau, on peut s'y croire. Un travail sans relâche qui porte ses fruits pour la soixantaine d'adhérents du club. De 10 à 66 ans, les coureurs ont déjà ramené 11 titres de champions régionaux. Un palmarès qu'ils arboreront fièrement devant les yeux du monde entier le 29 juin 2013 pour le départ de la plus belle course cycliste, la 100e édition du Tour de France, qui partira ici, de Porto Vecchio. Ah, ça fatigue quasiment de les voir rouler Lorenzo. Ah, là, c'est épaté, faut du courage. Ouais, tu les regardes comme ça en te disant, t'as raison. T'as raison, c'est compliqué. C'est vraiment un beau sport. Et pour nous en parler, on a le président du club de Porto Vecchio qu'on a vu évoluer sur la route là tout à l'heure dans le sujet. C'est Patrick Fouata. Bonjour Patrick. Bonjour à vous. Alors Patrick, quand on voit ça, on se dit que c'est réservé à des garçons ou des filles d'ailleurs. Peu de filles dans le sujet, mais bon, très entraînées. Est-ce qu'il y a des pistes cyclables ici? Malheureusement, pas du tout de pistes cyclables. On aimerait qu'il y en ait pour la sécurité des gamins. Mais justement, je voudrais souligner l'association Adrien Lipini qui se bat au niveau des collectivités pour essayer d'en faire créer sur les axes les plus importants. Je crois en revanche qu'il y a des projets de beaux parcours de VTT ici en Corse du Sud et à Bonif en particulier. Oui, dans l'extrême sud, on peut compter également beaucoup de pistes forestières et de chemins tout le long du littoral. Ça part donc du golfe de Figari, Ventilaigne, la Tonara, tout l'extrême sud de Bonifacio, c'est magnifique. Oui. En revanche, Patrick, il y a vraiment, ce que je disais en préambule, un formidable terrain de jeu pour les amateurs de cyclotourisme. Ce sont pas des professionnels, ce sont des garçons qui roulent régulièrement, mais qui sont d'un bon niveau. On peut en parler. Il y a combien de kilomètres de routes praticables pour le vélo? Je crois qu'on a une carte justement qu'on peut voir en même temps qu'on en parle. Oui, tout à fait. Bon, vous n'allez pas me croire si je vous dis que c'est illimité. C'est un peu marseillais, toi. C'est limité. Non, mais il y a de quoi faire, mais c'est surtout le terrain de jeu qui est idéal. On a des cols, maintenant, comme le col de l'Hospédale, qui devient mythique grâce au Critérium international. Qui est super dur, Moi, je l'ai fait à vélo. Super dur, avec la chance, sur 3 éditions, gagnées 2 fois par Pierre Federico de FDJ. C'est très bien. Emprunté également pour le Tour de Corse amateur. On a aussi du plat sur Bonifacio, Figari, Porto Vecchio. Et après, on a des parcours vallonnés où on peut vraiment Voilà, on voit qu'il y a vraiment de quoi faire. On voit aussi qu'il y a un joli relief. Ça veut dire, Patrick, qu'on peut venir en bateau avec son vélo. Ça veut dire aussi qu'il va y avoir ici une course événementielle. Tu l'as dit, Laurent, tout à l'heure. 2013. Voilà, c'est le Tour de France. C'est la 100e du Tour de France, Patrick. Et c'est la première fois que le Tour vient en Corse. Ma première réaction, ça a été historique. C'est vrai, c'est historique. La Corse n'avait jamais eu le Tour. Enfin, on va dire, c'est réparé. Et surtout, il y a eu la volonté de tout le monde de l'accueillir. Pour la 100e, c'est un beau geste. Et on attend ça avec impatience. Il y aura trois épreuves ici en Corse. Et ça va être l'occasion pour les amoureux de la petite reine d'admirer tous ces grands champions dans l'effort et de se rendre compte que quand eux tentent l'Hospédale, c'est pas le même sport. Merci Patrick. Merci à vous. Non, ça va être très beau en plus. Ça sera sur France Télévisions, sur France 2, Absolument. sur France 3. Avec ces images de Corse uniques qu'on va voir en hélico. C'est une formidable promotion pour la Corse aussi. 3 étapes et non des moindres. Porto Vecchio, Bastia, Ajaccio, Calvi. Il faut son vélo, il faut des mollets parce que ça. Mais ils en ont des mollets. Mais on n'a pas pu oublier. Oui, Patrick. La première étape, on passe surtout par Bonifacio. Bien sûr, non. Ah bah oui, non mais dis donc Patrick. Et alors, merci beaucoup Patrick, merci Nat. Où en est-on de notre recette, comment il a appelé ça tout à l'heure? C'est des rougets, mais la bécasse de mer. La bécasse de mer avec Glenn. La bécasse ne s'est pas envolée, car le chef Glenn l'a découpé. Regardez comme c'est beau, tout à l'heure, vous l'avez suivi. Glenn, on continue, et il faut faire cuire ce rouget désormais. Alors, il faut savoir que dans son restaurant, Glenn le fait sous vide,
dans un outil un petit peu technique qu'on appelle un thermoplongeur qui permet de contrôler au degré près la température de cuisson du rouget. Pour nous, ce matin, sans filet, en live, eh bien, il a décidé de le poêler. Et ça, c'est une grande nouveauté, je dirais presque, hein, Glenn. C'est pas comme ça d'habitude. Oui, oui, on peut l'applaudir, oui. Oui, mesdames et messieurs. Ah, ce Glenn fait un carton, vraiment, la Ferniaud. Il est à fond. Bon, pendant que le rouget revient, on s'occupe des petits pois. Voilà, les petits pois, donc, on va les écosser. Donc c'est simple, hein, on ouvre le petit pois. Bah alors là, pour le coup, ça, on voit à peu près comment c'est faisable. On va les cuire à l'anglaise, donc dans une eau très salée. Alors on commence par les faire cuire dans l'eau avant de les mettre avec les éléments aromatiques. Hein. Exactement. On va faire un petit peu, voilà. Donc petite cuisson à l'anglaise, eau salée. Voilà. Ça va permettre de garder leur couleur. Exactement. Donc il faudra bien les refroidir. Habituellement, on les refroidit, mais là, comme on va faire une petite purée et qu'on va incorporer de la matière grasse, il faut qu'ils soient encore chauds. D'accord. Donc voilà. Là, on a épluché nos carottes au préalable. Et on a taillé une petite brunoise à peu près de la taille du petit pois. Pour garder un peu l'esprit un peu plus gros. Un demi-centimètre de côté. À côté, on a fait des oignons gros lots. Voilà, qu'on va glacer donc avec du beurre, un peu de sucre, un peu de sel et un petit peu d'eau. Voilà. Formidable. Et au final, la laitue, bien sûr. Petit cœur de laitue. Voilà, petit cœur de laitue. On va vraiment aller chercher l'intérieur. Vraiment le petit, parce que tout est petit là-dedans, donc on va respecter. On va respecter. Non, mais c'est un bébé laitue. C'est un bébé laitue. Donc voilà, nous ce qu'on va garder, c'est ça. Ah oui, d'accord. Voilà, on va garder, voilà, pour que tout soit mignon dans l'assiette et cohérent dans les proportions. Formidable. Voilà. Le reste, je le mangerai. Donc, et la pancette, très important. Et la pancette, exactement, que j'avais oublié. Alors voilà cette pancette, cette fameuse poitrine de porc séchée. Voilà. Donc, ce qu'on va faire. Je peux sentir? Bien sûr. Oh, c'est merveilleux. Toute la Corse parle dans cette poitrine. Donc là, on va enlever la couenne. Oui. Et craquant. Voilà. Ah oui, là on gâche un petit peu quand même. Hein. Ouais, on gâche un petit peu. On peut le garder ça, on peut le. Cadeau. On peut donner du goût à l'omelette. Ouais, voilà, on peut faire plein de choses avec. D'accord. Et là, on va venir couper des petits cubes réguliers. Là aussi. Pour remplacer le. 2 cm de côté, mesdames et messieurs. Voilà. C'est très précis. 5, ça suffira largement pas pour une assiette. Pas besoin d'être ingénieur quand même. Non, pas trop. Non, d'accord. Voilà. Bon, voilà. On te suit, Vincent. Comment on va te retrouver sur ton point recette dans un petit instant avec Glenn. Et alors, j'ai demandé aux filles, regardez, Fred Talfumière va vous faire un petit plan serré sur Glenn, notre chef. Et les filles, vous fait penser à qui, Glenn? Lève la tête, Glenn. Montre-nous ton visage, Glenn. Alors, c'est moi, j'ai vu Antonio Banderas. Oui, le profil, regarde. Et toi, oui, alors, moi, j'aurais plutôt vu Corto Maltese, mais... tu peux revenir, Glenn. À mon avis, c'est bon. Hein, tu peux rester avec nous. Hein. Et moi, les filles. Et toi, t'es notre préféré, bien sûr, Vincent. Bon, d'accord. Trop beau. Vous n'avez pas trouvé de ressemblance, mais je préfère. Ok, c'est bon. Allez, à tout à l'heure, les amis. Antonio Banderas et Vincent Ferniaud. On parlait tout à l'heure de l'AOC avec ce brooch, hein, ce fromage. Mais alors, ma foi, ce fromage, on a parlé des brebis, on a parlé des chèvres. Heureusement, moi, j'ai la vétérinaire qui est là, va tout vous expliquer comment ça marche, les animaux, c'est maintenant. Oui, c'est vrai, Vincent, il nous a montré tout à l'heure comment se fabriquer le brooch, mais avant ça, il faut savoir élever les brebis et les chèvres qui le produisent. Eh bien, moi, je suis allée dans un élevage de brebis corse. Hein, c'est véritablement ici un des piliers de l'économie agro-pastorale de Corse. Voilà, agro-pastorale. C'est l'élevage des brebis corses. C'est une race typiquement locale. Eh bien, nous sommes rendus dans un élevage pour voir comment ça se passait. Nous voici à quelques kilomètres de Bonifacio, à la découverte des représentantes officielles de l'île de Beauté, catégorie ovine. Ces demoiselles sont des brebis corses, une race locale, ancrée depuis des générations au beau milieu de ce charmant maquis. Mais qu'on ne s'y trompe pas, ces dernières ne font pas seulement partie du paysage, ce sont avant tout des productrices de lait qui commencent leur journée aux aurores. Allez, allez, allez! Marie-Noël, elle, élève quelques 160 brebis corses. Tous les matins, dès 6 h, c'est le même rituel, l'heure de la traite. Et là, oui, il faut les aider parce qu'elles ont fait les agneaux il n'y a pas longtemps. Et il y a un côté qui est toujours plus tété que l'autre, donc qui est plus facile à traire. L'autre, on a plus de mal. Marie-Noël n'hésite pas à aider ses bêtes, un véritable travail d'équipe. Il faut dire que cette dernière éprouve pour ces animaux une profonde affection. Je les aime plus que les êtres humains. Il leur manque que la parole à mes animaux. Et quand elles sont bien traitées, elles donnent du lait. Et c'est ce qui nous permet de vivre. Hein. Du mois de décembre au mois de juin, ces demoiselles vont offrir quotidiennement 1 litre de lait par jour.
Une quantité honorable étant donné le petit gabarit de la brebis corse, entre 50 et 60 cm de haut pour 40 kg en moyenne. Mais pour Marie-Noël, le plus important, c'est la qualité du lait produit par ces bêtes. C'est une race où le taux de matière grasse dans le lait est un des plus élevés, donc c'est ce qui permet de faire beaucoup de fromage. C'est pas la quantité de lait, mais c'est le taux de matière grasse qu'il y a dedans. Et ce précieux liquide, fraîchement recueilli, le voici. Pour atteindre une telle qualité laitière, il n'y a pas de hasard. C'est le fruit d'un long travail au quotidien de l'éleveuse auprès de ses brebis. Non, ça c'est la clochette, c'est la chef du troupeau. Et ce troupeau, c'est la fierté de Marie-Noël. Elle renouvelle chaque année l'effectif et s'attache à sélectionner les bêtes répondant aux critères de la race. Alors, la brebis corse, spécificité, les petites oreilles courtes, le museau court, et les mamelles elles doivent être assez rondes et grosses. Hein. C'est un petit gabarit adapté au climat ici. Un climat dont elle raffole. Le moment préféré des brebis corses de Marie-Noël, c'est leur promenade quotidienne au milieu du maquis. L'occasion pour ces dernières de se restaurer. Mais cette année, la sécheresse frappe l'île de Beauté. Difficile pour les petites brebis de trouver à manger. La terre, elle est sèche, donc on essaye de les faire pâturer sur différents champs au fur et à mesure pour faire un pâturage tournant, que l'herbe monte un peu, mais cette année, ça va être une catastrophe. La solution, compléter le régime de son troupeau par du foin. Pendant que les brebis évoluent à leur guise dans les pâtures, l'éleveuse, elle, s'affaire à la préparation du bruccio. Un fromage corse savoureux, préparé de manière traditionnelle. Moi, ce qui me plaît, c'est de transformer le lait, de faire mon produit, et au résultat, que les gens viennent dire ah, vous avez un produit excellent. Ça fait plaisir. Là, c'est vraiment la satisfaction du travail. Marilyn, la maman de Marie-Noël, regarde sa fille fièrement. Autrefois, elle faisait ces mêmes gestes. Elle est heureuse d'avoir transmis sa passion à sa fille. Ma fille a toujours aimé les bêtes. Petite, elle venait avec nous. Elle jouait avec les cabris et il faut être né dedans. La bergerie familiale a toujours apporté beaucoup d'amour aux brebis. Cet amour, les brebis, elles aussi, en donnent en retour. Ces chiens ont perdu leur mère étant petits. Heureusement, ils ont trouvé non pas une, mais plusieurs centaines de mamans pour les allaiter. Ma mère, elle est morte, ils étaient tout petits, on leur donnait le lait de brebis à boire. Viens. Et on les faisait boire le lait frais, ils avaient les yeux à peine ouverts sur la machine. Et après, les brebis, les gardent et elles considèrent comme si c'était des agneaux. La journée s'achève. Marie-Noël retourne dans les pâtures récupérer ses précieuses brebis, car c'est l'heure de la traite du soir. On vous raconte tout, hein, dans Midi en France. Regardez ces belles images là. De Bonifacio et nous installés ici, regardez au bas, au pied du port, on est bien. On vous a parlé du brooch, on vous a évoqué à l'instant les brebis et les chèvres, mais dites-moi, elles sont pleines de couleurs ces brebis, plein de couleurs, ouais, c'est rare. Exactement, en fait c'est une des autres caractéristiques de la brebis corse, c'est que sa toison peut être blanche, marron, grise, noire, et je dirais que c'est ce qui donne aussi un petit peu l'esthétisme de ces troupeaux de brebis corse qu'on peut voir quand on va se balader dans l'arrière-pays, puisque de toute façon c'est un élevage extensif, donc elles sont en liberté voilà, dans les montagnes et sur les terres corses. Merci beaucoup Hélène. Vous voulez rajouter quelque chose, Ferniaud? J'avais envie de dire, si vous venez, vous êtes vacancier ici, allez sur les petits marchés pour acheter des produits de producteurs. Parce que la grosse industrie agroalimentaire a aussi essaimé en Corse, et beaucoup des produits corses ne le sont plus vraiment autant qu'à une certaine époque. Donc, vous voulez dire même la salaison, parce qu'il y a une grande culture de la salaison. Surtout là, la salaison, puisque je crois que 80% de la charcuterie est faite à partir de porc blanc qui vient de Bretagne et d'ailleurs. Ah, donc, attention Vincent, il y a un AOC qui est mis en place et là on saura ce qu'on achète avec l'AOC. On y tient bien. C'est maintenant. Oui, heureusement Yann. Ça sera de la vraie charcuterie à base de porc avec des noustral. Ouais, noustral qui a mangé des châtaignes. Et on les verra demain, les porcs noustral. Oui, vous faites un spécial avec le coursier, nous, les on deux. dit pas noustro, les porcs noustro. Avec concoursi, nous. On va parler. Dites donc, si on avait fait un tour en cuisine, retrouver Antonio Banderas, tiens, j'y vais moi. Super. J'ai retrouvé Ferniaud, moi, tiens, regarde, hop là, j'y vais. Ah, les musiciens sont prêts, ça veut dire qu'on va avoir un peu de musique corse. Antonio Banderas, on en est. Oui, voilà, donc là. Alors, petit poisson cuit. Attention, les petits poissons rouges. Voilà, c'est ça. Exactement. Et les petits poissons cuits. Donc voilà, là, de l'autre côté. Absolument. Regardez-moi ça. C'est pas merveilleux. Alors, Laurent est reparti parce qu'il a vu que c'était pas terminé encore, la recette. Et alors, ces petits pois à la Corse, ils vont être réduits en purée dans un mixeur.
Un peu de beurre. Ouais, quand même, on y va, et on n'oublie pas que Glenn est breton, hein, en même temps. En premier. Alors il veut bien voilà, cuisiner à la manière de Bonifacio, mais un petit peu de beurre quand même. Voilà, l'huile d'olive hein, pour évidemment, faire bonne mesure, comme on dit. Voilà. Donc, en fait, on est d'accord que c'est une purée à base de petits pois. C'est donc des petits pois à la française virtuelle. Oui, on les revisite un petit peu. On revisite, voilà. absolument. Et pendant là, ce temps-là, dans la poêle, regardez, les rougets. Ils ont cette forme parce qu'ils ont été roulés ceux-là dans un film. Voilà, exactement. Ils ont été cuits sous vide, roulés dans un film. Roulés dans un film plastique pour leur donner cette belle forme bien arrondie. Chez vous, vous faites à la poêle, c'est plus facile, c'est plus simple et voilà, le résultat est le même. Là, on laisse tourner la purée de petits pois jusqu'à temps qu'elle soit lisse, donc il y en a pour un petit moment. D'accord. Et après, on va pouvoir attaquer le dressage final, la finition. J'espère bien. Voilà. Hein, c'est-à-dire que là, pour l'instant, on va juste faire beaucoup de bruit. On va peut-être rendre l'antenne. Voilà, c'est ça. Oui, ici Cognac Jet. Oui, à vous les studios. Merci Léon. C'était magnifique. Merci Léon, qu'on retrouvera tout à l'heure sur la route du Tour. Donc, du Tour de cuisine, ça va de soi. Vous savez ce que sont les mouflons, non, ici? Ça s'appelle des Imouvrini. Et Imouvrini a fait connaître ce nom des mouflons à travers la musique d'Imouvrini. Et la musique, c'est très important en Corse. Et pour vous parler de ça, évidemment, mon camarade Yann Bénard. Et quand on parle de musique ici, il faut toujours mettre la main gauche sur l'oreille gauche. Allons-y, c'est vu d'ici, enfin de l'oreille. Ça va être terrible de reprendre après ça. Donc, en effet, tu vas me mettre dans le port. Là, ça va mal finir. En effet, la musique corse, ça peut être Imouvrigne, ça peut être les Padiel, ça peut être pour certains Jean-Pierre Marcellese qui le connaissent bien, pour d'autres Tino Ross que tu connais bien, il n'y a pas de problème. Sauf que si ça a été ça et que c'est ça, ce n'est pas que ça la musique corse, c'est des gens qui la font évoluer parce qu'elle n'est pas sous cloche. C'est par exemple un certain monsieur exceptionnel, monsieur Pierre Gambini, et Colomba Casanova l'a suivi dans son parcours, dans ses influences, et derrière ce personnage et son parcours, c'est un peu l'histoire de la musique corse que l'on retrouve. On regarde. Qu'il s'agisse d'invocation à Dieu ou au destin, de proclamation politique ou de musique, la voix a toujours été sur l'île l'instrument majeur de l'expression collective. Longtemps, le grand public a assimilé la musique corse au ritornel de Tino Rossi, mais les 30 dernières années ont corrigé bien des clichés. Cette forme ancestrale qui porte le chant de l'âme corse trouve sa place aujourd'hui dans un univers plus contemporain. Pierre Gambini fait partie de ces artistes qui flirtent avec des rythmes actuels, tout en faisant vivre sa langue insulaire pour une musique sans frontières. À travers son parcours musical, retour sur l'histoire de la musique corse, entre tradition et modernité. Alors pour moi, il y a un point de départ qui est essentiel dans l'évolution, du moins de ces 40 dernières années, même peut-être plus 50 dernières années de la musique corse. Il y a pour moi le point de départ, à mon avis, c'est le travail qu'a fait Félix Quidji au niveau du fond sonore. Ça, pour moi, c'est un travail important puisqu'il a fait une collecte qui a servi à beaucoup de groupes et à beaucoup d'artistes ici. Alors, ce sont des chants qui ne sont pas forcément écoutables par le grand public aujourd'hui parce que ça reste des pièces traditionnelles et c'est un peu difficile aujourd'hui. Mais moi, il y a un aspect musical dedans qui me touche fortement. Moi, j'ai choisi aujourd'hui de chanter seul parce que je pense que des chanteurs ou des artistes comme Charles Roux, qui ont fait partie des années 60, des années 70, ou même Antoine Tiosi, pour moi, ont été des chanteurs importants, je dirais, parce qu'on pouvait chanter des chansons d'amour, on pouvait raconter la vie, et on pouvait on pouvait parler d'une seule voix, sans forcément être en groupe et représenter un collectif ou une polyphonie. Ensuite, il y a eu Cantabou Boulougours, qui était un groupe qui, eux aussi, ont fait des collectes sur leur premier album et qui ont réussi à faire, je pense, que beaucoup d'autres artistes ont fait dans le monde, à récupérer donc cette musique, ce folklore ou cette tradition pour en faire une musique vivante, une musique qui parlait donc aux gens de leur génération. À l'issue donc de la vie, je dirais, du groupe Cantabou Boulougours, qui avait vocation à réunir
d'autres artistes. C'était un groupe ouvert. Ils ont fait rentrer donc, dans leur groupe les frères Pêche, qui eux ont créé un autre groupe qui s'appelle les Tiamadialesi. C'est un groupe qui a été très important pour moi puisque j'ai vécu un peu avec eux lorsque j'étais enfant jusqu'à l'adolescence. Et là, effectivement, il y a eu une poésie qui s'est emparée de la musique, qui était encore moderne, qui appartenait aussi à leur génération. Et il y avait des harmonies musicales qui s'ouvraient vraiment sur le monde, pour le coup. À côté de ça, il y a eu, ou en parallèle, Avilette, qui a fait partie du Reacuist et qui a commencé donc un travail sur la polyphonie, en partant du principe que la polyphonie n'était pas réservée notamment à la tradition ou au passé, mais qu'elle pouvait aussi rencontrer d'autres formes musicales, notamment la forme musicale classique, baroque, ou la forme musicale contemporaine. Et tous ces groupes, en fait, continuent d'exister et continuent de porter une voix et une musique corse qui me semble être représentative. Sur l'album que j'ai fait, qui est Albe Systematic, qui est un album de musique électronique ou d'environnement électronique, pour moi c'était la meilleure façon de pouvoir représenter ce que la Corse est devenue aujourd'hui, ce qu'elle est en fait, de quelle manière elle a pu entrer en fait dans une société de consommation, de surconsommation. Je pense que cette société aujourd'hui elle est comme ça. Elle vit dans un monde moderne et malgré tout, il y a encore de la vie, même si ce monde et cette société de consommation a tendance à déshumaniser, il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et c'est ce que je voulais traduire à travers cet album. Assurément, Pierre Gambin y compte bien aller au bout de son exploration de l'univers électropop. Preuve que la musique corse peut s'adapter aux sonorités d'aujourd'hui et qu'elle n'est pas condamnée à ne rester qu'un vestige du passé. Voilà Laurent, ça t'apprendra. De belles images. Ça t'apprendra Laurent de croire que la musique corse ce n'est que des gens qui font des padiels. C'est important, ça existe, mais c'est aussi une façon de s'inspirer pour évoluer. Donc on a vu Pierre Gambin, c'est électropop, rock. Et puis il y a d'autres façons d'évoluer. Avec moi, l'ensemble Mana. Philippe, bonjour, merci d'être le micro. Hop, on va le prendre comme ça. Tu as toi aussi, avec ton ensemble, évolué dans un sens. On va d'abord présenter vite fait les gens. Alors, ici. Alors on a Xavier à la basse avec nous, Carmen Belgoder, Sabrina Saraïs, Frédéric Bosseur et Georges Mas. Et vous avez chacun votre influence. Vous avez mélangé en gros différentes influences. Quelles influences? En fait, on vient tous d'horizons et d'univers différents. La musique des Balkans, la musique grecque, la musique contemporaine, la musique classique, le jazz, le rock. Et donc, puis notre identité corse et nos origines font que tout se mélange et bien ça donne ce qu'on est aujourd'hui. Ça donne Mana, un ensemble qui s'est inspiré de plein de choses différentes et bien sûr évidemment de la musique traditionnelle. Plutôt que d'en parler, allez, je te laisse travailler. Le groupe Mana avec Philippe Biondi, Carmen Belgoder et tous ses compagnons. Je vous laisse jouer, je rejoins la table.
adoré l'ensemble Mana. Et on les retrouvera tout à l'heure. Ça, c'était leur premier album. Ça, c'est un extrait de leur prochain album. Bientôt, vous le trouverez dans les bacs. On les retrouve dans le générique de fin de Midi en France. Non, on va se quitter en musique, évidemment. Merci beaucoup, Yann. Merci au groupe, Mana qui est là. On a une recette aujourd'hui avec Glenn, des rougets de roche, petits pois à la française, pancetta, jus d'oursin. Tout ça, évidemment, sur france3.fr ou encore par courrier si vous désirez faire cette recette à la maison. Où en est-on de cette recette à moins de 25 € pour 4 personnes. Et Vincent Laurent, est à ses côtés. Voilà. C'est quoi? J'avais le nez dans le jus d'oursin, moi. Ah bah voilà, ça ne m'étonne pas. Ah ouais. Ça bon, c'est vraiment toute la mer qui remonte par Iodé ses à parfums. souhait. Alors regardez comme c'est joli, regardez comme c'est délicat, cette petite ardoise printanière. Regardez, Glenn a dressé cette purée en petites touches, comme dans un champ de fleurs, hein, une prairie fleurie, le maquis rêvé. Je trouve plus de mots là, ça y est, je suis à sec. Hein. Alors voilà, nos canons de rouget qui ont été donc, je vous le rappelle, pour la recette cuits sous vide, c'est-à-dire roulés dans un vide plastique. On peut les faire à la vapeur simplement et puis ensuite marquer un petit peu dans l'huile d'olive. Voilà. Tu me dis si je me trompe, très bien, c'est le gars est concentré. J'ai bien compris. Attendez, là c'est de la joaillerie dont il s'agit. Voilà. Voire orfèvrerie. Est-ce que, Glenn, tu me dis si tu me donnes l'autorisation que l'on regarde ensemble quelques images de cette recette, quelques points clés qui ont émaillé cette émission, que certains d'entre vous ont peut-être... Regardez, voilà. Nos rougets, nos petits rougets de roche dont on lève l'arête centrale et dont on laisse les filets accrochés par la nageoire caudale. Tout à fait. Regardez si c'est bon, on a mis nos petits pois à blanchir dans l'eau bouillante salée. On a taillé un petit peu de pancette. La pancette, c'est cette poitrine de porc tout à fait goûteuse qu'on trouve ici en Corse. Et on a simplement fait une purée avec ces petits pois, les petits dés de carottes, la petite gousse, le rouget qui a cuit d'abord, donc je vous le disais, sous vide, et petits canons. Les canons de rouget sont ces petits rondins de rouget, et le jus de corail d'oursin qui va venir simplement souligner. Et alors, subtilité sublime, la fleur de bourrache. Voilà, la fleur de bourrache. Cueillie ce matin pour le coup. Hein. Cueillie ce matin par Guy. Regardez bravo comme c'est Glenn. beau. Magnifique Glenn. Remarquable recette. C'est très beau ce qu'il y a dans l'assiette. C'est si beau qu'on n'ose pas y toucher. Oh, mais je pense que certains vont venir grignoter un peu de bécasse des mers. Hein. Bravo Glenn. Tout sur France3.fr évidemment de cette recette. On vous disait que le groupe Mana était avec nous. Eh bien, c'est peut-être le moment. Est-ce que vous êtes prêts, Mana? On peut y aller? Allez, c'est parti. Allez, une chanson pour se quitter. Allons-y. Mana, à demain évidemment sur France 3. 10h50 pour Midi en France. Sto na peli non ti scappa